J'ai beaucoup lu ces jours-ci les publications de Thierry Tamand. Je les ai lues religieusement, scrupuleusement, avec beaucoup d'attention. Chaque mot avec son sens. Thierry Tamand, c'est quelqu'un d'assez intelligent, très intelligent d'ailleurs. C'est un gars qui a beaucoup de potentialité, mais c'est un très grand manipulateur. Avant de parler de Thierry Tamand, je voulais poser deux postulats. Je voudrais très bien que vous suiviez les deux postulats que je vais poser. Le premier postulat découle de ma propre expérience au Burkina. J'étais au Burkina quand Blaise Compaoré est tombé. Et de ce que j'ai appris au Burkina, c'est que pendant longtemps, Blaise Compaoré a financé la création de plusieurs partis politiques pour brouiller la scène politique dans le pays. Associations, partis politiques, pour brouiller la scène politique dans le pays. Et c'est des gens qui venaient sur les médias, certains qui insultaient proprement Blaise Compaoré, qui le traitaient de tout, certains subtilement, d'autres violemment. Mais le soir, Blaise Compaoré se retrouvaient toujours ensemble, ils buvaient du champagne. Leur mission, c'était celle-là, de brouiller l'opinion, d'embrouiller l'opinion. Donc, de par mon analyse à moi, Ferdinand, je suis plus que convaincu aujourd'hui que presque 85% de certains partis politiques au Togo sont des créations de l'UNIR. Juste pour distraire la scène politique. Parce que des gens qui émergent en politique momentanément et qui redisparaissent et qui reviennent, ce n'est pas des gens chaque 5 ans qui gagnent la loterie quelque part et qui viennent investir l'argent dans la politique. Vous avez vu aux dernières élections législatives, tous ces gens qui sont sortis pour être candidats, ils viennent d'où? Ils ont trouvé l'argent où? Ils ont gagné euro million ou quoi? C'est des gens qui viennent, qui ont une mission, qui viennent brouiller la scène politique, diversifier les voix, semer la zizanie et ils repartent. Dans 2 ans, si on vous dit qu'il y a des élections, ils vont revenir en masse. Des indépendants, des partis bizarres, des gens qui sortent de nulle part. Blaise Compaoré en était le spécialiste. Et je suis convaincu qu'au Togo, 80%, voire 85 ou 90% de des gens qui viennent, les saisonniers politiques là, les intermittents du spectacle politique, voilà le terme que je cherchais, les intermittents du spectacle politique là, c'est le pouvoir qui est derrière. Ça, c'est le premier postulat. Vous allez comprendre pourquoi je pose ce postulat-là. Le deuxième postulat, c'est que depuis que moi je suis né et que je me suis engagé en politique, nous on s'est engagé en politique avant les Thierry Tamand, donc nous, depuis longtemps. Je n'ai jamais vu au Togo. Thierry Tamand peut tout dire, je l'ai entendu la dernière fois, il donnait des explications sur Radio Victoire. Il peut tout dire, mais il ne va convaincre personne. Je n'ai jamais vu au Togo un officier de l'armée togolaise qui démissionne de l'armée et qui va créer un parti politique avec l'étiquette d'opposant. Et on l'a laissé tranquille. Depuis le temps de Adema jusqu'à Fonazibé. Vous avez vu ça? Vous avez une fois vu ça? Quelqu'un qui a fait l'armée, c'est-à-dire le pilier même du régime, qui a été au courant de beaucoup de choses, qui connaît les points forts et les points faibles de l'armée, et qui sort de l'armée, soit disant que lui n'en veut plus, il démissionne et il crée un parti politique qui devient opposant au régime. Vous avez vu ça au Togo?
vu ça? Je vous donne le cas de 2 personnes qui ont été persécutées au Togo à cause de leur position politique. Le commandant Olivier Ama, il a été arrêté dans l'affaire de Pacha Nyasimbe. Quand ils ont été jugés, on les a gardés en prison, torturés et tout, quand ils ont été jugés, et il est libéré, il a créé Asivito, Association togolaise des victimes de torture, un truc comme ça, pour défendre leurs droits, pour qu'on puisse les indemniser. On était ensemble dans le CST. Vous avez vu ce qui a été réservé au commandant Olivier Ama? Vous avez vu comment ils l'ont traité? Il n'a pas créé un parti, hein. Il a créé une association des victimes de la torture au Togo pour défendre leurs droits. Et de temps en temps, comme il a le verbe facile, il prend la parole, il se prononce sur les activités politiques. Vous avez vu ce qu'on a fait avec le commandant Olivier Ama? Il est où? Il est en exil. De temps en temps, il fait des audios. Il n'y a pas très longtemps, on est retourné. Les gens sont allés chez lui à pied là-bas dans sa maison. Ils ont cambriolé la maison, ils ont cassé les choses chez le commandant Olivier Ama. Et pourtant, lui, il n'a pas créé de parti politique. Il a juste créé une association pour défendre le droit de ceux qui ont été victimes dans l'affaire Pacha. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ministre François Akila Essoboko. Quand le ministre François Akila Essoboko a démissionné, aujourd'hui, l'avocat, aujourd'hui, il est maître, je l'appelle beaucoup plus par maître, vous avez vu comment le régime l'a traqué partout. Et pourtant, maître Akila Essoboko n'a pas créé de parti politique. Il n'en a pas créé même jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas créé d'association. Il était au Bénin en 2010 pour une mission pour l'Union européenne. Ils sont rentrés au Bénin jusqu'à tenter de le tuer. Et ils sont partis, ils ont envoyé des gens, le quartier dans lequel il était, ils ont filmé tous ces mouvements, tout. Le jour où ils ont tenté à la vie de M. François Essoboko, mon frère Idelphonse Apaki était là-bas. Il a vu tout le scénario, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que M. Boko rentre dans l'avion. Moi, j'étais là-bas, au Bénin. J'ai travaillé avec M. François Boko là-bas. J'ai assuré son secrétariat dans la mission. Après, ils ont envoyé des photos. Comment ils ont filmé tout. Ils ont passé, ils ont envoyé des photos. Le ministre Boko était au Cameroun, dans une mission. Je suis allé travailler là-bas. Les Togolais ont fait des démarches là-bas pour foutre en l'air sa mission. Ça n'a pas marché, les Camerounais ont refusé. Il était au Tchad, chez le père Idriss Déby, dans une mission. Ils ont voulu l'assassiner là-bas au Tchad. Il a dû abandonner la mission pour quitter rapidement le Tchad. Quand il a quitté le Tchad, il a renvoyé son cuisinier qui est togolais, plus tous ses effets personnels vers Lomé, dans un titan. Dans un titan. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Lorsqu'il a quitté le Tchad précipitamment, il a envoyé ses effets à Lomé avec son chauffeur dans un titan. Le chauffeur a pris la route. Il arrive à Saint-Vikondi, au Togo. On l'arrête avec le titan. On arrête le cuisinier, son cuisinier et le chauffeur. On le fait disparaître. À l'époque, c'est moi qui suis allé identifier le titan là-bas à la frontière.
Je suis allé faire l'enquête là-bas pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, le Titan, tout ça. Je suis allé là-bas. Je suis allé enquêter autour du Titan. Ils ont arrêté le gars. Ils l'ont enfermé quelque part, le chauffeur aussi. Quand on a découvert que le gars a été arrêté, on a vu le Titan, tout ça, il y a eu des pressions diplomatiques. Ils ont fini par libérer le Titan. Quand ils ont libéré le Titan, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé tous les effets de M. Boko qui étaient dans le Titan. Ses effets personnels, les meubles, les assiettes, tout. Ils ont tout cassé dans le Titan. Tout, ils ont cassé dans le Titan. Le cuisinier, là, il est en exil aujourd'hui. La sœur de l'ancien ministre Boko, elle a subi toutes les menaces au Togo. Elle a dû fuir le Togo avec ses enfants pour se réfugier en France. Juste parce que son frère est en rupture avec le régime et il prend des positions politiques. Jusqu'à ce jour, le ministre Boko n'a jamais été quelqu'un en sécurité. En 2020, quand il voulait rentrer à Lomé, vous avez vu comment c'est à l'aéroport qu'on l'a bloqué. On l'a bloqué à l'aéroport ici à Paris. Mais en plus, comme il était très courageux, téméraire, voulait rentrer par tous les moyens, à Lomé, ils ont déployé l'armée à l'aéroport à Lomé. Comme ça, s'il arrive en même temps, on le prend. Malgré le fait qu'il ne soit pas monté dans l'avion, ils ont déployé une unité à l'aéroport à Lomé. La dernière fois encore, sa mère est décédée. Il a demandé à rentrer pour enterrer sa mère. Le régime a refusé. Le régime a refusé qu'il rentre enterrer sa mère. Quand il y avait les funérailles chez lui là-bas à Tchao, le jour où on enterrait sa mère, ils ont pris un hélicoptère pour surveiller 3 fois les funérailles. Quand il y avait les funérailles chez lui là-bas à Tchao, le jour où on enterrait sa mère, ils ont pris un hélicoptère pour surveiller 3 fois les funérailles. Pour voir peut-être s'il n'était pas caché parmi les gens. Un hélicoptère a survolé les funérailles à Tchao là-bas, plusieurs fois, pour voir s'il n'était pas caché parmi les gens. Peut-être qu'il est rentré, il a fait zombie pour rentrer, je ne sais pas. Donc, d'où vient que, voilà le traitement que le régime réserve à des anciens militaires, officiers, qui ont quitté l'armée et qui prennent des positions politiques. D'où vient que Djeri Tama, lui, il a fait l'armée et il démissionne de l'armée, il crée un parti politique, il dit qu'il est opposant, il se promène, il fait les affaires comme lui-même le dit et personne ne lui dit rien. Vous croyez à ça? Vous avez cru à ça? Si vous avez cru aussi, c'est que vous êtes naïf. Donc, ce sont mes postulats de départ. Maintenant, je vais vous dire comment je connais Djeri Tama. Lui ne le sait pas. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos ici des périodes chaudes au campus, ce que nous avons fait au campus. Djeri Tama était à la flèche avec nous, mais au département de sociologie. À l'époque, ça s'appelait la flèche, toute la faculté. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la flèche. Nous, on était en histoire. Eux, ils étaient en sociologie. Et nous, c'est nous qui organisions à l'époque les mouvements au campus. Donc, on connaissait tous ceux qui nous épiaient, tous ceux qui cherchaient à nous prendre. Et Djeri Tama, déjà à l'époque, était parmi les mouchards du campus. Il n'était pas dans le groupe de Akam, il n'était pas dans ce groupe, mais il était dans les réseaux de ceux qui épiaient les étudiants et rendaient compte à l'OV2. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que moi, depuis longtemps, je ne me suis jamais prononcé sur Djeri Tama, je n'ai jamais rien écrit sur lui, parce que je sais qui il est. Donc c'était depuis l'université qu'il faisait ça. Il venait au campus avec une moto, un train. Il était en sociologie jusqu'en 3e année. Je pense qu'il a fait la sociologie de communication en 3e année ou quelque chose comme ça. Après, il a reçu au concours de Saint-Cyr, il est parti. Saint-Cyr, c'est 3 ans.
Après, ils font peut-être un an de spécialisation et il a fait les blindés à Saumur. Après, il est rentré. Il a fait l'armée, tous les petits soucis qu'il a eu dans l'armée, ça ne me concerne pas. Donc, c'est depuis l'université que Jerry Tama faisait du renseignement et était mouchard. Ceux qui l'ont connu en 2012, quand il est rentré en politique, c'est eux qui peuvent dire que bon, nous on le connaissait depuis. Tous ceux qui ont fait le campus là, qui étaient dans les mouvements du CUB à l'époque là, vous leur posez la question. Vous leur posez la question. C'est eux qui tournaient autour de nous pour recueillir des informations et donner au régime à l'époque. Donc, il a disparu. C'est après qu'on a appris qu'il est parti en Europe. Il est revenu, il a fait l'armée. Et vous savez que c'est une très grande école prestigieuse. Donc on apprend aux gens tout, un peu de tout. Les théories de guerre, la simulation, la diversion, les techniques de communication, comment embrouiller l'ennemi. C'est pour ça que je dis, Jerry Tama est un gars bien formé et potentiellement intelligent. Sauf que c'est un manipulateur. Donc il est bien outillé. Vous voyez. Donc, Jerry Tama, il lance son parti en 2012, après avoir quitté l'armée et deux ans de mise en disponibilité. Voilà. Il quitte l'armée. Il crée le net. Ce que je vais dire aujourd'hui sur Jerry Tama, c'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre partie qui viendra. J'espère qu'il va réagir encore plus grave. Il y a des choses que vous allez écouter ici aujourd'hui. Et vous allez interpeller directement Jerry Tama. Vous allez lui poser des questions. Puisque ce que je vais dire ici aujourd'hui, je donnerai des noms, des dates, des montants d'argent. Jerry Tama dit qu'il est homme d'affaires. Quelle affaire marche au Togo? Il fait quelle affaire? Quelle entreprise n'a jamais marché pour lui? Je vous donnerai des noms, des dates, les sommes. Et vous allez l'interpeller. Après, il y a d'autres choses qui vont sortir, plus graves. Parce que à un moment donné, il faut qu'on arrête la manipulation de la jeunesse. Des gens qui se sont trempés dans des choses pour consolider le régime, ils viennent jouer aux innocents sur les réseaux sociaux en faisant croire que oui. Non, il faut qu'on arrête un certain nombre de choses. Donc, il est rentré en politique et je me rappelle que une fois, il y a eu un article que mes collaborateurs ont écrit sur lui, c'est quand ça concerne une affaire de femmes. Et il a appelé la rédaction pour protester un peu comme ça. C'est le seul article qu'on avait écrit une fois sur lui, honnêtement. Un truc qui a été écrit sur lui. Mais ce n'était pas quelque chose de... Donc, nous, on ne s'intéressait jamais à Jerry Tama dans notre rédaction. Même quand on avait plein d'informations. On avait des informations sur lui, mais moi, je trouvais que c'était un plaisantin. Donc, je n'écrivais jamais, je ne mettais pas mon énergie dans cette histoire. Et donc, la première fois que je reçois des gens du net à ma rédaction, c'est 2015, après les élections présidentielles. Les élections législatives auxquelles il a participé en 2012, ou non, 2013, je n'ai rien à dire dessus, je n'étais au courant de rien, je ne savais pas. Mais en 2015, après la présidentielle de 2015, j'ai reçu des éléments du net dans ma rédaction. C'était les premiers dissidents. C'est les gens qui se sont fâchés, ils sont partis, ils ont claqué la porte. Il y avait 3 personnes qui sont venues à la rédaction pour me dire tout ce que Jerry Tama faisait, où est-ce qu'il avait les financements, comment il faisait les choses, pourquoi il a bloqué l'argent, il n'a pas donné à certains, et tout et tout. Bon, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre privé que je ne vais pas évoquer ici parce que je ne suis pas là pour parler de la vie privée de quelqu'un, je parle de ce qui est politique. Donc les gars sont venus me voir pour dire, pour la campagne de 2015, je vous ai dit, je vous donne des dates et des montants. Pour la campagne de 2015, on venait de sortir des événements du CST. Donc, pour la campagne de 2015, Jerry Tama a reçu un financement de 72 millions de l'État. Et donc, quand il a reçu les 72 millions, naturellement, ses proches collaborateurs attendaient à avoir leur part.
Il a bloqué l'argent pour lui seul. Il est arrivé à la maison, il dit oui, il y a longtemps qu'il rêvait d'avoir une piscine chez lui, il va faire une piscine, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça. Les problèmes ont commencé comme ça, dans son parti politique. Et la campagne étant finie, les autres jeunes ont commencé par lui demander des comptes. Où est notre part? Il menace certains et tout, et les gars ont commencé par claquer la porte. C'est ceux qui ont claqué la porte là, certains qui sont venus me voir pour me dire ça. Et les gars m'ont dit que Jerry Tama était un farceur. Et ils m'ont dit pourquoi il était un farceur. Ils m'ont dit, Jerry Tama, pour faire croire que ces entreprises marchent, qu'il a des sociétés qui marchent, c'est le gars qui est capable pour aller dans un rendez-vous, d'aller louer 2 grosses voitures. Il va chez un ambassadeur, il va chez quelqu'un. Et les gens disent, oh, mais le gars là, ça marche vraiment pour lui, hein, alors que c'était des voitures louées. Les gars m'avaient dit ça à l'époque. Et donc, des 72 millions qu'ils avaient reçus pour le net en 2015, les gars n'ont rien eu. Il a bloqué les sous pour lui seul. C'était la première information que les gars sont venus nous dire, les dissidents. Mais on n'a jamais écrit. Nous n'avons jamais écrit sur ça. On n'a jamais écrit parce que bon, c'était une entité négligeable. Mais en 2015, il s'est passé d'autres choses. Jerry Tama qui se plaint aujourd'hui qu'on a bourré les urnes, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce qu'il a fait en 2015? En 2015, Jerry Tama était candidat. Mais il a travaillé pour Ford. Quand les élections sont finies en 2015 et que Ford a été déclaré vainqueur, Agbeyome Kodjo, paix à son âme, qui est retourné dans le pouvoir après que nous ayons fait le CST, Ford prévoyait nommer Agbeyome Premier ministre. Mais les caciques, les Solitoki, tout leur réseau, tout ça, étaient contre. Ils ne voulaient pas que Agbeyome revienne à un niveau de responsabilité tel qu'un poste de Premier ministre. Donc, entre-temps, quand la campagne est finie, les élections étaient finies, il y a eu un flottement dans le pays. Ford était un peu souffrant, donc il n'avait pas la main sur les décisions. Et les barons, les vieux barons ont profité pour écarter la piste d'Agbeyome et imposer Klassou Premier ministre. Quand on a nommé Klassou Premier ministre et que Klassou a formé son gouvernement, Jerry Tama s'est plaint à ses proches. Et à même des gens qui sont, des gens qui sont même dans sa famille, cousins, il s'est plaint à des gens. Les messages sont là. Pour dire que le régime est ingrat, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont déployé sur le terrain pour que Ford puisse gagner les élections présidentielles. On avait prévu, on lui avait promis le poste de ministre de la jeunesse et sport. Il devait être nommé ministre. Et on ne lui a pas donné le poste. Il s'est plaint à beaucoup de gens que le régime ne lui a pas tenu la promesse et tout ça. Donc, si Agbeyome avait été nommé Premier ministre, peut-être qu'il serait ministre. Mais comme les barons ont déjoué tout ce coup-là en imposant Klassou, il n'a pas eu. Donc, il s'est plaint aux gens, il s'est ouvert à des gens qu'on devait le nommer ministre de la jeunesse et sport et tout ça. Il n'a pas eu le poste. Nous sommes en 2015. 2015. Donc, 2015, Jerry Tama a eu 72 millions. Le net a eu 72 millions pour l'élection présidentielle. Et puis, ensuite, il a dit aux gens qu'eux, ils ont fait des choses pour aider Ford à gagner. Ils ont sillonné le pays, ils ont fait beaucoup de choses. On devait le nommer ministre, on ne l'a pas nommé ministre. 2015, notez bien les dates. 2017, c'est ce qui est grave, ce que je vais vous dire. 2017, on arrive à la déflagration du PNP avec Tipi, Atchadam et tout ce qui a suivi. Jerry Tama, en pleine effervescence du PNP avec tout ce qui s'en suivait comme révolution, Jerry Tama a organisé des jeunes, une dizaine de jeunes, qu'il a infiltrés dans toutes les places, sur toutes les plateformes WhatsApp.
une dizaine de jeunes qu'il a mis dans toutes les plateformes WhatsApp. Je vous ai dit une fois que moi, Ferdinand, je ne suis pas sur les plateformes WhatsApp. Parce que vous devez savoir une chose, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Hein. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Si on ne veut pas vous traquer, c'est tout. Mais si on veut vous traquer là, on va vous retrouver. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Vous pouvez vous cacher derrière n'importe quel numéro. Il y a ce qu'on appelle, en journalisme d'investigation, les métadonnées. Même pour les experts en sécurité digitale, ils connaissent ça, les métadonnées. Si vous publiez une photo tout à l'heure, si on prend la photo, on peut savoir, parce qu'il y a des métadonnées qui sont cachées dans la photo, on peut savoir où est-ce que la photo a été prise, quel est l'appareil qui a pris la photo, à quelle heure la photo a été prise. Si c'est un appareil portable, on peut le remonter. Si c'est un appareil photo, on peut connaître le boîtier, tout. La localisation, tout. Il en est de même pour les vidéos. Même pour des documents Word ou PDF, on peut remonter quelle est la première personne à avoir pris ce document où on l'a publié. Donc, nous, on apprend ça en investigation. Si vous me donnez une photo tout à l'heure, je vais vous démontrer tous les éléments qui sont cachés dans la photo. Où est-ce que la photo a été prise, quel appareil, à quel endroit, la localisation, tout. Donc, Jerry Tama a infiltré des jeunes sur toutes les plateformes, une dizaine de jeunes. Il leur payait les crédits, il leur donnait 30 000, 40 000, 50 000 pour leur acheter, comment on appelle ça, la connexion, pour être sur toutes les plateformes. Leur mission, ils ciblaient, ces jeunes ciblaient tous ceux qui étaient des éléments, des activistes très durs, qui appelaient à la révolution, qui organisaient les gens, ils piquaient leur numéro, ils faisaient aussi des captures d'écran qu'ils envoyaient directement. Et ces jeunes-là, on leur donnait 30 000, 40 000, 50 000 pour acheter le crédit. Et ils étaient sur toutes les plateformes. Ils piquaient les numéros des gens, les durs, les activistes, PNP, les révolutionnaires, tout ça, les gens qui n'étaient même pas PNP, tous ceux qui appelaient la révolution, qui étaient sur les plateformes, qui étaient bruyants. Quand les gens font des publications, on fait des captures d'écran avec leur numéro, on envoie, on lui envoie. Et lui, il transmet toutes ces données à un colonel avec qui il a de très bons rapports, qui était ancien DG de la police nationale et qui est l'actuel préfet de Tiaoudjon. Vous-même, vous direz le nom. Il transmet toutes ces données à ce préfet-là. Il collectait les données et il les transmettait au préfet. Si c'est nécessaire, il se déplaçait à Sokodé chez le préfet pour lui transmettre les données. Et avec ces informations, oui, le préfet de Tiaoudjon, c'est un ancien colonel DG de la police qui est à la retraite. Vous-même, vous pouvez donner le nom. Il est Gabon. Donc, il y a un autre gars. Quand il n'arrive pas à identifier l'auteur d'un numéro, il y a un gars qu'on met dans les pattes de l'inconnu, il essaie de l'amadouer, il fait semblant d'être de son camp, il dit ah oui on va faire ça, et puis le gars se dévoile. Le gars donne son nom, et puis on a son identité. Et c'est avec cette donnée-là qu'on a kidnappé plusieurs jeunes, qu'on a enlevé des gens. C'est avec ça qu'on a capturé beaucoup de jeunes. On a enlevé des gens, on a pris certains à la maison, on a pris certains à leur lieu de travail. On a kidnappé tous les meneurs. C'est Jerry Tama qui a infiltré toutes les plateformes de ces jeunes-là, qui collectaient les infos, qui lui donnaient et lui transmettaient à ce préfet-là. C'est son mentor. Et ça, c'est extrêmement grave. Pour quelqu'un qui vient vous dire sur les médias ou sur les réseaux sociaux qu'il est opposant.
C'est extrêmement grave. Et donc, on a arrêté les jeunes comme ça. C'est le travail qu'il a fait. Et ils ont fait ça pendant presque un an. De 2017 jusqu'à fin 2018. Les jeunes là ont opéré. Certains sont recrutés aujourd'hui dans l'enseignement, ils sont des enseignants. Parmi ces jeunes-là. Et c'est celui qui vient vous dire sur les réseaux sociaux qu'il est opposant et qui s'oppose au régime. C'est ce qu'ils ont fait en 2018. Pour casser la révolution, pour arrêter les meneurs. Les gens sont là pour témoigner. Hein. Je vous ai dit qu'il y a des choses graves qui ne vont pas sortir aujourd'hui. Mais ça, c'est juste l'entrée en matière. Quand j'ai dit que je vais faire ce live-là, ils pensaient que c'est pour sur des questions superficielles. Non. Il y a des choses qu'on a compilées pendant des années. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en 2017 pour arrêter les jeunes. Il y a un des jeunes qui est le petit frère de Adou Seydou là, qui est l'ancien jeune étudiant qui était au campus là. Il y a un jeune, c'est son petit frère. Il y a deux autres. Il y a un qui est professeur aujourd'hui. Je ne vais pas donner tous les noms. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont infiltré toutes les plateformes WhatsApp. C'est pour ça que les gens qui sont sur les plateformes, qui crient tous les jours, ils font les audios. Faites très attention. Quand vous êtes sur les plateformes là, vous ne savez pas qui est qui. Les plateformes WhatsApp là, c'est les lieux les plus infiltrés aujourd'hui au Togo. Faites très attention. Moi, je suis sur aucune plateforme. Je vois, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a mis sur une plateforme, je regarde même, je ne réagis même pas. Sur les plateformes, faites très attention. C'est comme ça qu'ils ont piqué les gens. Ça, c'est 2017, fin 2018. Alors, 2018, on continue. Une autre date qu'il faut retenir. « 2018, fin 2018, Jerry Tama se prépare à aller aux élections. Pour lui, les élections, c'est des business pour lui. Il vous disait sur sa plateforme que lui, il a investi beaucoup de millions dans la politique. Il a beaucoup souffert. Demandez-lui où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Quelle affaire il a fait au Togo? Quelle affaire marche au Togo? Il a trouvé des centaines de millions pour mettre dans la politique. Et tous les chiffres d'argent que je vous donne là, notez-les, après vous allez faire la somme. Ça, c'est ce que je connais. Et là où il a trouvé l'argent pour nourrir les jeunes qui ont les tchoukoupi qu'il a mis dans les forums là, je n'ai pas le montant, mais je sais qu'il leur donne 50 000, 30 000 pour acheter le crédit. 2018, Jerry Tama reçoit 64 millions. « 2018, 64 millions. Chez son frère Bawara, 64 millions. C'est son frère Bawara. Pour préparer ses candidats à l'élection. Sa tactique, c'est de positionner les jeunes partout. Comme ça, il va augmenter l'enveloppe auprès de ses donateurs. Donc, il a positionné les jeunes partout sur l'étendue du territoire. Pour dire que lui, là, ses structures sont partout. Donc, on lui a donné 64 millions pour préparer les élections. C'est-à-dire aller sur le terrain, la caution des candidats et tout. 64 millions. Il a dépensé quelques miettes pour les candidats, les petits oiseaux qu'il a ramassés là. Il a gardé le reste pour lui. 64 millions pour préparer les élections. Toujours 2018, quand les candidatures ont été validées, il fallait faire la campagne. Donc lui, ils se sont déclarés centristes. Donc il était centriste avec son second. Et donc, ils ont eu 105 millions pour la campagne électorale.
105 millions, toujours en 2018, pour la campagne électorale. Eux, les centristes, ils ne sont que deux, vous les connaissez. Et comme lui, il avait plus de candidats que l'autre, il a donné le tiers à l'autre, une trentaine de millions, il a gardé le reste. C'est comme ça que leurs problèmes ont commencé. « 105 millions. Il a donné le tiers, une trentaine de millions à l'autre, et lui, il a gardé le reste. Ça a commencé comme ça. Et donc, ils sont allés aux élections. Ils ont fait leur petit... tout ça là. On les a cooptés, puisqu'ils n'ont pas gagné, vous le savez. Djily Tama, à El Avagnon, il n'a eu que 243 voix officielles. C'est ça qu'il a eu, 243 voix. Son gars qui était à Lomé a eu 119 voix, Vincent Megambi. Et l'ordre a été donné de les coopter. L'ordre a été donné de les coopter. Et donc, mais avant que je n'en arrive là, il y a un détail que j'oublie. Vous vous rappelez que la C14 avait décidé de boycotter les élections. Pas seulement boycotter, mais a décidé d'empêcher les élections. Nous sommes d'accord. Vous vous rappelez, vous avez la mémoire. Et donc, la C14 avait décidé d'empêcher les élections. Donc, l'actuel maire de Daï, qui s'appelle Wonyara, qui a été récemment élu la députée pour le compte d'Adi. C'est un homme qui était très populaire là-bas. Il avait une très bonne assise. Donc, comme la C14 a boycotté les élections, les candidats qui étaient là, c'était UFC, NET, MRC et une dame qui incarnait un parti qu'on appelle Nouvelle Vision. Donc, le gars de NET, c'est un élément de maître de Djily Tama. C'est un gars qui l'attaque sur les réseaux sociaux. Djily Tama n'arrive pas à répondre. Vous voyez un gars qui est sur les réseaux sociaux, il attaque violemment Djily Tama. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Djily Tama ne réagit pas, il ne le fait que le bloquer. Et donc, le gars était candidat là-bas pour le net. Mais comme la C14 avait décidé d'empêcher les élections, Wonyara là, qui était de la C14, il a mobilisé sa base, les jeunes de taille qui sont à Palimé, certains à Lomé, et ils sont allés là-bas pour faire des manifestations pour empêcher les élections. Et donc, s'ils empêchaient les élections, s'ils faisaient les mouvements, ça allait mettre en difficulté le candidat de Djily Tama. Ils ont appelé le préfet. Djily Tama a parlé avec le préfet. Le préfet a mobilisé la gendarmerie de Daï et a appelé la gendarmerie d'Adeta en renfort. Et ils ont bien bastonné les gars là. Les gars de Wonyara là. Les gaz lacrymogènes par ici, tout par là. Ils ont même caillassé la voiture de Wonyara. Lui-même, il a disparu au Wonyara là. Il a fui. C'est pas. Il semble qu'il est rentré au Ghana avant de revenir. Donc, ils ont bastonné les gens. C'est en entente avec le préfet qu'ils ont organisé ça. Ils ont bastonné les gens là-bas. Donc, ils finissent les élections. Le jour des élections, après avoir voté, Djily Tama revient à Lomé, il appelle les autres, ils reviennent chez lui, à Sorad là-bas. Et ils font une réunion. Et ils donnent des consignes. C'était le 20 décembre 2018. 20 décembre 2018. Il donne des consignes. Et il dit, voilà que bon, il demande à son gars de Daï de désister. Parce que le gars avait eu un peu de score, apparemment, il devait être élu, tout ça. Il dit au gars de céder sa place au second centriste. Que ce sont les consignes qui sont venues. Le 20 décembre 2018. Et à cette réunion-là, du 20 décembre 2018, il y avait Djily Tama, le second centriste, il y avait le colonel dont j'ai parlé, il y avait Vincent Megambi, et le jeune à qui on demandait de désister. Et Djily Tama a promis à ce jeune de lui donner 17 millions pour tout ce qu'il va perdre, les 5 ans. Il est très jeune, comme ça, il n'a qu'à aller faire les affaires, et puis bon, à la prochaine législature, il sera coopté. Et ils ont fait cette réunion, et ils se sont séparés.
Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. C'est pour ça qu'il attaque violemment directement sur les réseaux sociaux. Directement ne répond pas. C'était son bras droit. Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Il n'a jamais eu les 17 millions. Vous voyez? Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Donc, nous sommes 20 décembre 2018. Donc, Jerry Tama est devenu député, coopté député. Et vous vous rappelez que quand on était en train de les coopter, Abbas Bonfour s'était énervé, a même réagi par rapport au siège qu'on voulait voler, un siège de l'UNIL qu'on voulait voler pour donner à un gars de Jerry Tama Bassar. Et on a dû lui taper dessus pour qu'il se calme. Donc, ils ont été cooptés. Donc, le gars, on lui a demandé de céder sa place pour 17 millions. Et jamais il n'a eu les 17 millions. Maintenant, ils ont été élus députés. Ils sont rentrés à l'Assemblée nationale. À la prise de fonction à l'Assemblée nationale, on leur a donné 25 millions chacun. Pour leur habillement, comment ils vont se préparer pour rentrer à l'Assemblée, tout ça. 25 millions chacun. Donc, les 3 députés du net ont eu 25 millions chacun. Les autres députés aussi, certainement. Une dotation, voilà, c'est le terme, une dotation pour leur prise de fonction. 25 millions chacun. À la prise de fonction à l'Assemblée, ils ont eu 25 millions chacun. Donc, les 3 députés, c'est Jerry Tama lui-même, et les 2 autres du net, chacun a eu 25 millions. Et dans les 25 millions, Jerry Tama voulait que ces 2 autres députés lui donnent 5 millions, 5 millions. Eux, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, ils ont eu 25 millions à la prise de fonction pour leur propre dotation personnelle. Et ils ont passé les 5 ans à l'Assemblée nationale à divertir les gens, à raconter tout et n'importe quoi, à aller sur les réseaux sociaux, à balancer des sociétés qui ne créent que sur Facebook, à faire croire aux gens qu'ils ont des activités qui marchent. Il y a ci, il y a ça. C'est ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans. C'est ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans. Donc, quand on écoute Jerry Tama venir dire que lui, il a fait des affaires pour mettre l'argent dans la politique, mais posez-lui la question de savoir ces affaires consistaient à quoi? Moi, je vous donne les sous qu'ils ont pris. C'est ce que je sais. Il y en a certainement d'autres que je ne sais pas. Jerry Tama avait une société de gardiennage qu'il appelle Jaguar, qu'il a réactivé il y a quelques jours. Il n'avait pas grand-chose comme contrat. Un ami lui a trouvé un petit contrat dans une société minière à Tabligo. Il payait 25 000 francs au gardien. Et même dans les 25 000 francs là, il enlevait l'argent de la tenue et les bottes. Il n'avait pas plus d'une quinzaine de gardiens. Et il y a eu des problèmes dans la société. Les jeunes qui étaient des gardiens sont partis se plaindre à la société qu'on ne les traitait pas bien. La société a rompu le contrat. Vous connaissez quelqu'un à Lomé qui a une société de gardiennage qui est millionnaire? Donc, cette société n'a pas fait long feu. Les jeunes sont partis. Ils leur payaient 25 000 francs. Ça n'a pas duré. Et les partenaires n'ont plus le contrat. Jerry Tama disait qu'il a créé un restaurant pour des plats uniquement africains ou togolais à côté de sa maison là-bas, Sorat. Ça n'a pas fait 3 mois. Le restaurant n'a pas tenu. Après, il a dit qu'il allait faire pour élever les poules.
Vous l'avez jamais vu dans une ferme avec des poules ou des pondeuses? Et combien de poules et de œufs on peut vendre au Togo pour être millionnaire et mettre l'argent des millions dans la politique? Zéro. Après, il a dit qu'il a une société, je ne sais pas, il écrit des livres, il vend des livres, il représente une société d'édition de livres. Vous connaissez des gens qui vendent des livres à Lomé qui sont millionnaires? Sinon, les AP Douama, le professeur, je ne sais pas quoi, qui écrivent plein de livres au Togo, ils seront des millionnaires. La librairie Star même a fermé, personne n'achète des livres au Togo. Vous connaissez combien de trucs qui vendent des livres? Qui lit les livres? Hein? Le professeur Kanyal et Mdjourou, tout ça, ils seront des millionnaires. C'est des gens qui écrivent chaque 2 mois. Après, il est sorti dire oui, il a créé une société qui court les habits traditionnels, qu'il appelle Haga. Vous l'avez encore entendu parler de ça? Il allait voir un jeune à quoi il fait là-bas pour lui dire le cours des habits, tout ça. Après, il dit qu'il est dans l'écotourisme. Quel touriste vient au Togo? Et ça rapporte quoi? En fait, tout ça, c'était une stratégie de communication pour dissimuler l'origine illicite de l'argent qu'ils utilisent. Il n'est pas le seul à le faire sur la toile, hein. Observez bien les gens. Puisqu'ils savent qu'ils ont une source de financement illicite quelque part et que les gens seront amenés à leur poser des questions. Où est-ce que vous gagnez votre argent? Il faut qu'ils projettent devant l'opinion quelques activités pour dire que voilà, où je gagne mon argent et je mets dans la politique. Maintenant, ils montrent les lapins. Combien de personnes mangent les lapins au Togo? Et combien de lapins on peut vendre pour devenir millionnaire? Dites-moi. Combien de lapins on peut vendre pour devenir millionnaire? Il avait créé un guest house à Kara. Ça n'a pas fait 6 mois. Ça a fini en conflit avec lui et la jeune fille qui gérait le guest house là-bas. Il payait à la fille 30 000 francs. C'est des aspects que je ne veux pas évoquer. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont pour bluffer la jeunesse. Des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux et qui pensent que c'est un modèle, évidemment, réussi ci, réussi ça. Donc, et moi aussi, je vais me lancer dans ça. Il faut aller prendre 3 lapins quelque part, faire une vidéo pour venir dire aux gens que, ouais, que je fais des affaires, que je fais du business. Aujourd'hui, que le RPT UNIL a fini de l'utiliser et qu'ils sont en train de le rejeter, en tout cas, peut-être momentanément, pour peut-être utiliser d'autres personnes, il vient se poser en victime sur les réseaux sociaux, en disant, oui, je suis un opposant, j'ai mis beaucoup d'argent dans la politique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai investi toutes mes économies dans la politique, et que finalement, on ne peut pas changer le régime par les élections. Et que j'invite les jeunes, pour le moment, ne pas s'engager en politique. Sinon, s'il veut s'engager, il ne peut que s'engager du côté de l'UNIR. C'est ce qu'il a dit dans ses tests. Vous comprenez ce qu'il dit? Je vous ai dit qu'il est très fort en communication. Il est très fort en communication. Sauf que nous avons été tous aux mêmes écoles. Hein. Nous avons tous été aux mêmes écoles. Hein. Et lui, peut-être, il a fait la sociologie de la communication. Moi, je suis journaliste. On sait décrypter les choses. On sait décrypter les choses. Vous voyez? Donc, c'est ça sa mission sur les réseaux sociaux. Distraire les gens. Il a passé 5 années à distraire les gens. À distraire la jeunesse. À ne jamais poser les vrais problèmes du pays. À dire oui, j'ai interpellé le ministre, elle n'est pas arrivée, donc je continue sur les réseaux sociaux. Il disait la dernière fois sur Victoire FM que lui, son bilan, c'est qu'à l'Assemblée, il a désacralisé la fonction du député parce qu'il est le seul député qui parlait sur les réseaux sociaux avec les jeunes et qu'il est circulé à Lomé avec la moto. C'est un bilan qu'un député peut évoquer. Il y a quoi d'extraordinaire à circuler avec une moto? Il ne nous dit pas que quand j'étais député, j'ai fait voter telle loi, j'ai fait ceci, j'ai demandé des comptes de corruption, j'ai demandé ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il dit que lui, il circulait à moto et qu'il a désacralisé la fonction de député.
Quelle est la mission d'un député? C'est de rouler à moto ou c'est de voter des lois de contrôler l'action du gouvernement? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant que ses amis d'UNIR sont en train de l'éjecter, il veut se donner bonne conscience. Mais Djeri Tama sait très bien qu'en 2018, il n'a pas été élu, il a été coopté. Pourquoi il n'a pas dénoncé? En 2015, lui-même, il a avoué aux gens qu'ils ont fait des choses pour aider Fort à gagner. Ils ont fait beaucoup de choses pour aider Fort. Il n'a pas été remercié comme il le fallait. Pendant tout le temps du CST et de la révolution de Tikpi, c'est Djeri Tama qui tirait sur les autres opposants, qui tapait sur eux, et pour essayer d'équilibrer un peu, pour divertir les gens, il venait faire quelques petites formulations, quelques petites critiques sur le régime. Mais la réalité, c'est qu'il tapait sur les opposants. C'était ça, c'était son rôle. C'était son rôle. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le système RPT est une mafia. Et quand tu es dans la mafia, tu ne parles pas. On ne s'expose pas dans la mafia. Tu as vu, tu n'as pas vu. Tu as vu, tu n'as pas vu. On ne parle pas dans la mafia. On ne s'expose pas dans la mafia. Quand il a commencé par aller trop loin, ils se sont dit, ce gars il est insaisissable, on le débranche. Et donc, il y a eu toute cette confusion au niveau de la Constitution. Tantôt, ils n'ont pas voté, tantôt ils ont fait ci, tantôt ils ont fait ça. Mais jusqu'à ce jour, est-ce que Djeri Tama vous a montré le test même qu'on a soumis à leur appréciation? Est-ce que Djeri Tama, en tant que député, qui était dans la commission des lois, vous a montré le test qu'on a soumis à leur appréciation? Est-ce que vous avez le test? Est-ce que vous avez le test? Il vous a montré le test, que voilà le test qu'on vous a soumis. Si il était conséquent, lui, il était conséquent par rapport à tout ce qu'il dit, est-ce qu'il vous a montré le test? La mouture de la nouvelle constitution qu'on leur a donnée là, est-ce qu'il vous a montré ça? Est-ce qu'il a mis ça sur la place publique? Est-ce qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux comme il aime communiquer? Est-ce qu'il a donné ça à quelqu'un? Est-ce que vous savez que Faure Gnassingbé a promulgué la constitution, mais le test n'existe pas aujourd'hui? Est-ce que vous savez que Faure Gnassingbé a promulgué la constitution, mais le test n'existe pas? Actuellement, ils sont en train encore de le modifier, de le traiter, tout ça, c'est dans les mains des gens. Est-ce que c'est impensable? Est-ce que c'est possible qu'un chef d'État promulgue un test qui est inaccessible, qui n'existe pas? Actuellement, ils sont en train de traficoter le test encore. Ils ont donné ça à des gens qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Et traficotage, tout ça. Est-ce que Djeri Tama vous a montré la mouture du test qu'ils ont étudié à l'Assemblée nationale? Il a mis ça à votre disposition? Alors, moi je vous ai dit, quand il a dit que je quitte la politique, j'ai dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Il ne peut pas partir comme ça, en faisant croire que lui il est arrivé à un moment où il a tout donné, et que bon, il ne peut plus faire grand chose, mais lui, il est en train de se barrer. Alors que pendant les 12 dernières années, ce sont les Djeri Tama qu'on a utilisés pour renforcer les bases du régime. Moi, je vous ai donné tout, en chiffres, en dates. J'ai donné des noms. Interpellez-le. Posez-lui la question si ce que je dis est vrai ou faux. Les sous qu'il a reçus. Ce qui me cœur, c'est le cas des jeunes qu'ils ont fait kidnapper dans les forums, sur les forums voisins. Le reste de l'argent, tout ça, on sait que ça, c'est quelque chose qui circule. Parce qu'on ne sait pas ce que sont devenus ces jeunes. Est-ce que certains sont toujours en prison, certains sont morts, on ne sait pas. C'est ça qui me révolte. Qu'il reçoit de l'argent, tout ça, c'est son problème. Mais comment un homme politique qui dit qu'il est pour le changement, ils vont pister des jeunes pour qu'on enlève les jeunes? Donc, ce qu'il a commencé là, on va terminer avec lui. En plus, il est militaire, il ne peut pas quitter le front de bataille. La bataille n'est pas terminée. La bataille n'est pas terminée. On va aller jusqu'au bout avec lui. Donc,
J'ai énormément pris du temps. Je suis un peu fatigué aussi. Pour cette première partie que je consacre à Jerry Tama, voilà ce que je veux dire. C'est ce que j'ai à vous dire, à partager avec vous. Je garde le reste pour moi, comme tout journaliste qui a toujours des balles dans son tiroir. S'il y a nécessité que je revienne là, il y a des choses encore plus graves que je vais sortir. Donc, que Jerry Tama arrête de distraire les jeunes, de se foutre des gens, de venir dire aux gens que lui a gagné des millions dans les affaires, que lui a réinvesti dans la politique. Que lui a gagné. Le son n'est pas bon, s'il vous plaît. Je vais même terminer, je suis fatigué. Est-ce que le son n'est pas bon? Je vais conclure, s'il vous plaît. Est-ce que le son n'est pas bon? Ok. Que lui, il a gagné beaucoup d'argent dans les affaires, qu'il a réinvesti dans la politique. Qu'ils vous disent quel chiffre d'affaires il faisait avec ces différentes sociétés et quelles sont les sociétés qui marchaient. Moi, je viens de vous dire, aucune de ces sociétés ne marche. Jerry Tama n'a jamais rien entrepris sur le plan entrepreneurial qui ait marché. Rien. Aucune de ces sociétés n'a prospéré. Donc, il arrête de fouer les gens. Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. Cet après-midi de cette journée de Pentecôte. Et pour dire que ce qui nous arrive au Togo est dramatique. C'est des vies qui sont en danger. C'est la carrière des gens qui sont en danger. C'est la vie des jeunes qui sont en danger. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que certains individus se mettent se dissimulent, s'incrustent dans la lutte avec des missions cachées pour essayer d'affaiblir les forces démocratiques en se parlant du manteau de démocrates ou de centristes. Il n'y a d'ailleurs pas de centrisme au Togo. On lutte contre une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas de centrisme. Vous êtes pour, vous êtes contre. Et venir nous dire à la fin, après avoir achevé leur mission, qu'ils ont fait fatiguer, et ils se sont investis, ils ne peuvent plus rien faire, le régime est trop fort, le régime est ci, le régime est ça, lui prend sa retraite, et il laisse les autres continuer, mais il invite les jeunes à ne pas s'engager en politique actuellement parce que c'est trop compliqué, ou bien s'ils veulent s'engager, donc aller du côté de l'UNIR. Il a dit ça dans sa sortie. Lisez bien les textes qu'il a publiés. Donc, son histoire de se promener un peu partout à Lomé, de prendre les photos, les vidéos, tantôt à Channel Mall, tantôt sur une montagne pour dire que oui, lui, il est plus proche de la population, tout ça participe à la manipulation. Tout ça participe à la manipulation de l'opinion. C'est une stratégie de communication bien élaborée. Ah oui, je suis parti à Channel Mall, ah, il y a les choses ici, je vais venir acheter certains, c'est quand même un peu cher. Et tout. Il ne se pose pas la question, lui qui était député, qui a siégé pendant 5 ans, pourquoi on installe Channel Mall au Togo? Et qu'est-ce que Channel Mall peut faire contre les artisans togolais? Il ne se pose pas la question, pourquoi on ne protège pas les artisans togolais? Il ne se pose pas la question de savoir qui a autorisé l'installation de Channel Mall là-bas, sur un terrain de l'État, parce que là où on a installé Channel Mall là, c'est un domaine public. Pour une entreprise privée, qui a donné l'autorisation? Lui, un député. C'est les premières questions qu'il devait se poser. Est-ce que Channel Mall là ne va pas tuer la petite économie, les artisans togolais, les petits détaillants? C'est son rôle de député. Mais il allait là-bas admiratif. Et il a fait une vidéo. Ah, je viens de sortir de Channel Mall, vraiment, c'est une bonne chose. Et tout. J'ai vu les prix et tout ça. Je vais venir acheter certaines choses. Et les naïfs s'applaudissent. Oui, je quitte la politique, je rentre dans les affaires. J'ai créé 2 sociétés en 1 semaine. J'ai déjà eu 2 contrats de la diaspora pour l'immobilier. Voilà. Et je suis maintenant avec les lapins. Demain, je suis sur une colline. Après, demain, je suis sur une montagne. Qui demande à Jerry Tama de faire plusieurs publications pour dire j'ai mis beaucoup d'argent dans la politique. Parce que toutes les publications qu'il a eu à faire ces dernières 48 heures, 72 heures, il a répété que ça. J'ai gagné beaucoup d'argent dans les affaires, j'ai mis dans la politique. J'ai gagné beaucoup d'argent dans les affaires, j'ai mis dans la politique. Qui le dit? Celui qui s'explique s'accuse.
Qui lui demande ça? Moi, je viens de vous dire où est-ce qu'il trouvait son argent. En tout cas, une partie. Maintenant que lui vient nous dire quel chiffre d'affaires cette société faisait. D'accord? Donc, moi, je tiens à vous dire merci pour le temps que vous avez passé dans ce direct. Comme je vous l'ai dit, et il y a encore d'autres choses inacceptables que Jerry Tama a fait, que je ne vais pas dire maintenant. Mais je souhaite que lui-même, il ait le courage de venir s'expliquer en disant, peut-être que j'ai eu à faire des choses qui n'étaient pas bonnes, je m'excuse. J'ai eu à poser des actes qui n'étaient pas dans le sens de la lutte, je m'excuse. S'il est honnête là, il sait que tout ce que je dis, il n'y a pas une virgule qui est faux. Je donne des dates, je donne des noms, je donne des trucs, les montants. Il le sait. Il le sait. Il le sait très bien. Voilà là où il trouvait l'argent. Les problèmes, il a eu des problèmes, il avait placé un gars informaticien à Bahara, ça s'est fini dans des problèmes. Tout ça, il y a des choses, il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses qui sont là. Donc il arrête de venir divertir les gens. Leur stratégie de manipulation sur les réseaux sociaux, ils vont quelque part, ils prennent des vidéos pour dire que voilà, j'ai des activités ici, c'est ça qui me rapporte de l'argent. Combien de Togolais mangent de la pain pour que quelqu'un devienne milliardaire? Combien de Togolais lisent des livres pour que quelqu'un qui écrit un livre devienne milliardaire? Combien de Togolais prennent des gardiens pour que quelqu'un qui a eu un contrat de 15 gardiens devienne milliardaire? Soyons sérieux. Donc voilà. Donc je vous dis vraiment merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Ça a pris vraiment des heures, je ne sais plus combien, peut-être ça a pris peut-être plusieurs heures, je ne sais plus trop. Mais bon voilà, donc je voudrais vous dire vraiment merci pour ce temps qu'on a partagé. Et je tenais vivement à remettre les pendules à l'heure. Pendant longtemps, quand j'étais dans la presse au Togo, je n'ai jamais écrit sur Jerry Tama. Jamais. Même quand il a eu à faire des provocations, quand j'avais dénoncé les conditions d'accueil des premiers infectés de coronavirus au CHU, au CHR de Kégué là, il allait faire une contre-vidéo pour essayer de me discréditer. Je n'ai jamais réagi. Après, tout le monde a vu que ce que j'avais dit était vrai. Tout ça, il était envoyé pour faire des choses comme ça. Il était envoyé pour faire des choses comme ça. Donc, qu'il réagisse, qu'il vienne démentir ce que j'ai dit ici. Qu'il prenne tout ce que j'ai dit point par point pour nous dire que c'est faux. Après, on va passer à la seconde étape. Donc, bon lundi de fête de Pentecôte et puis bonne semaine à tous. Et que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Et qu'il nous donne l'intelligence. L'intelligence et la jugeote de comprendre certaines choses, de détecter certaines choses. Dans le livre d'Osée, je ne sais plus quel chapitre et quel verset, il est dit que mon peuple meurt faute d'intelligence. Mon peuple meurt faute de discernement. Parce qu'au Togo, nous manquons de discernement. On suit les gens. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Et ils viennent nous bluffer avec des histoires à dormir debout. Donc, que vraiment la providence veille sur nous et nous donne la force de comprendre un certain nombre de choses. C'est le pays qui est important, ce n'est pas les individus. Ce ne sont pas les individus. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à plus tard. Merci.